Pendant plus de 2 siècles, la famille Rothschild a contrôlé d'immenses fortunes, un pouvoir considérable et une influence considérable à travers l'Europe. Des gouvernements se sont effondrés. Des guerres ont redessiné les frontières. Leur empire a survécu à tout. Mais derrière ce succès apparent, quelque chose d'autre était géré avec le même soin. Des membres de la famille ont disparu de la vie publique. Les archives sont devenues muettes. Les explications ont cessé. Mais la vérité était enfouie dans l'ADN, même de la famille. Une famille pour qui la survie était une science. À la fin du 18e et au début du 19e siècle, l'Europe regorgeait de familles fortunées qui se croyaient à l'abri. Nombre d'entre elles se trompaient. Les guerres anéantissaient des fortunes du jour au lendemain. Les créances douteuses ruinaient les banques. Les conflits successoraux déchiraient les familles. Dans la plupart des cas, la richesse survivait à une génération avant de s'effondrer à la suivante. À contre-courant de cette tendance, l'ascension de la famille Rothschild était exceptionnelle. Tandis que d'autres perdaient tout, leur fortune, loin de se contenter de perdurer, n'en fut pas moins remarquable. Elle connut une croissance régulière et s'étendit au-delà des frontières. La fondation de la famille commença avec Mir Amschel Rothschild à Francfort. Il ne s'appuya ni sur le hasard, ni sur son charme personnel. Dès le départ, son objectif était l'organisation. Lorsque ses 5 fils furent en âge de vivre leur vie, il ne leur permit pas de mener des vies séparées. Chacun fut délibérément placé dans une grande ville européenne. L'un partit pour Londres, l'autre pour Paris, un autre pour Vienne, un autre pour Naples, tandis que Francfort demeurait le centre. D'après les historiens, ces frères n'étaient pas en compétition les uns avec les autres. Ils partageaient des informations, coordonnaient leurs décisions et protégeaient leurs intérêts respectifs, comme s'ils travaillaient depuis un seul et même bureau. L'information jouait un rôle crucial. Des courriers familiaux transportaient régulièrement des lettres entre les villes. Nombre de ces lettres étaient codées. Les décisions prises dans un pays étaient rapidement communiquées aux autres. De ce fait, la famille était souvent informée des guerres, des bouleversements politiques ou des besoins d'emprunt des gouvernements avant ses concurrents. Lorsque des armées se déplaçaient ou que des gouvernements s'effondraient, les Rothschild étaient déjà en mesure de réagir. Leur réactivité leur a permis de protéger leurs actifs et de saisir des opportunités que d'autres ont manquées. Au sein de la famille, la loyauté était une règle absolue, non une simple suggestion. L'identité nationale primait sur le devoir familial. Un Rothschild travaillant à Londres devait défendre les intérêts d'un Rothschild à Vienne, même en période de tension politique entre ces deux pays. Ce niveau d'unité interne était rare à l'époque et s'est avéré être l'une des plus grandes forces de la famille. Les personnes extérieures à la famille étaient traitées avec prudence. D'après les témoignages de l'époque, les partenaires non familiaux étaient tenus à distance et leur accès aux décisions était limité. La confiance était accordée avec parcimonie, voire jamais. Certains historiens suggèrent que cette prudence découlait de l'observation de l'effondrement d'autres familles puissantes suite à des mariages impliquant des personnes extérieures à la famille qui avaient semé la discorde entre loyauté et pouvoir. Les Rothschild ont tiré des leçons importantes de ces échecs. Cette prise de conscience a façonné leur gestion des risques. Ils anticipaient le retour des guerres et les défaillances des gouvernements. Ils anticipaient l'effondrement des marchés. C'est pourquoi ils ont réparti leurs actifs dans plusieurs pays plutôt que de les concentrer en un seul lieu. Ils ont constitué d'importantes réserves pour les périodes d'instabilité. Ils ont évité toute dépendance envers un seul gouvernement ou dirigeant. Lorsqu'une région était en difficulté, une autre restait souvent opérationnelle. Leur survie n'était pas due à la chance, mais à une stratégie fondée sur l'observation.
D'autres familles s'effondraient lors de la transmission de leur patrimoine à la génération suivante. Les Rothschild ont très tôt perçu ce phénomène et ont considéré l'héritage lui-même comme un risque à maîtriser. À mesure que leur influence s'étendait et que leurs rivaux s'estompaient, une vérité s'imposait. L'argent pouvait certes résoudre bien des problèmes, mais pas tous. Les menaces les plus dangereuses ne se trouvaient pas toujours sur les marchés ou dans les guerres. Certains risques provenaient de l'intérieur même de la famille. Pourquoi les étrangers étaient-ils considérés comme le véritable danger? À mesure que la fortune des Rothschild grandissait, la famille commença à remarquer une tendance qui l'inquiétait profondément. L'argent était rarement perdu par de mauvaises idées seules, mais souvent à cause des personnes. Les familles puissantes se sont effondrées non pas à cause de la faillite de leurs entreprises, mais parce que le contrôle leur a échappé après le mariage. Les conjoints ont apporté leurs opinions et exigé une influence considérable. Des informations privées sont tombées entre de mauvaises mains. Selon des témoignages de l'époque, le mariage était l'un des moyens les plus rapides de diviser une famille forte. Partout en Europe, les Rothschild ont vu d'autres dynasties s'affaiblir de l'intérieur. Une fille épousait un membre d'une autre famille et les allégeances changeaient. Un fils faisait confiance aux proches de sa femme et des informations sensibles étaient divulguées. Les secrets d'affaires se transformaient en ragots de famille. Dans certains cas, les rivaux y accédaient non par l'espionnage, mais par le biais des dîners familiaux. Ces histoires étaient monnaie courante. Elles constituaient des avertissements fréquents. Les Rothschild y prêtaient attention. Selon certains historiens, ils étudiaient ces échecs avec autant de rigueur que les marchés. Ils avaient compris que la richesse attirait l'attention, mais que le mariage offrait un accès privilégié. Une fois qu'un étranger s'était marié à une famille puissante, il était difficile de l'évincer. Ses proches suivaient, leurs intérêts suivaient, le pouvoir se partageait, et un pouvoir partagé signifiait souvent une perte de contrôle. Dans ce contexte, l'amour était accueilli avec suspicion. Il n'était pas totalement rejeté, mais il n'inspirait pas confiance. Les sentiments pouvaient évoluer, la loyauté fluctuer. Les décisions prises sous le coup de l'émotion ne servaient pas les intérêts à long terme de la famille. D'après des correspondants familiaux non vérifiés, cités par les historiens, les liens affectifs étaient perçus comme des fondements instables pour une dynastie censée perdurer de génération en génération. La confiance devait donc être garantie avant de pouvoir être étendue. Le sang était considéré comme la seule garantie fiable. Les membres de la famille partageaient l'histoire, les pressions et les conséquences. Les étrangers, eux, ne partageaient pas ces liens. Un étranger pouvait s'éloigner. Un membre de la famille, lui, ne le pouvait pas, du moins pas sans tout perdre. Avec le temps, l'unité familiale devint plus qu'une valeur. Elle devint un système de défense. Les désaccords étaient réglés en privé. Les conflits étaient contenus. Les décisions étaient prises en partant du principe que la trahison était toujours possible, surtout de la part d'une personne extérieure à la lignée. D'après les témoignages, même les collaborateurs de longue date n'avaient jamais pleinement accès aux rouages du réseau familial. Le mariage a peu à peu cessé d'être perçu comme une étape importante de la vie personnelle pour devenir un risque structurel. Le choix du conjoint pouvait avoir des répercussions sur la sécurité et la réputation de l'entreprise. Une seule union pouvait anéantir des décennies de planification minutieuse. La famille n'est pas parvenue à cette conclusion du jour au lendemain. Elle s'est construite progressivement, façonnée par l'observation des échecs d'autrui. Certains pensent que cette peur des étrangers s'est renforcée à chaque génération. À mesure que la richesse augmentait, les enjeux s'accroissaient. Une erreur susceptible de compromettre le confort d'une autre famille pouvait anéantir le pouvoir des Rothschild dans plusieurs pays. La marge d'erreur se réduisait comme peau de chagrin.
Lorsque la famille prit pleinement conscience du danger, le mariage n'était plus seulement une question de compagnie, mais de survie. Choisir un conjoint n'était plus une décision privée, mais une affaire de famille aux conséquences durables. Le mariage étant devenu une stratégie, la famille ne se demandait plus qui épouserait qui, mais combien de fois le cercle pouvait se refermer. Le cercle fermé devient la norme. Une fois que la famille a admis que les étrangers représentaient un risque sérieux, la suite s'est imposée naturellement. Les mariages se sont progressivement repliés sur eux-mêmes. D'abord subtilement, ce changement s'est opéré. Les mariages entre cousins germains étaient occasionnels, puis plus fréquents. Avec le temps, ce qui n'était qu'une possibilité est devenu la norme. Selon les archives historiques et les études démographiques ultérieures, les mariages entre proches parents sont devenus courants au sein de la famille, notamment entre cousins germains. Au sein de la dynastie, cette pratique n'était pas considérée comme inhabituelle, mais comme une solution pratique. À mesure que ces mariages se répétaient, les mêmes noms de famille apparaissaient régulièrement. Des fils épousaient les filles de leurs oncles, des cousins devenaient conjoints, et les enfants naissaient dans une lignée dont les liens de parenté paraissaient de plus en plus évidents. Selon certains historiens, cette répétition n'était pas fortuite, mais reflétait une volonté délibérée de concentrer le pouvoir entre les mains d'un petit cercle de lignées de confiance. De génération en génération, les liens entre les conjoints se réduisaient. Les arbres généalogiques cessèrent de s'étendre et commencèrent à se replier sur eux-mêmes. Les alliances avec d'autres familles puissantes se firent rares. Les mariages qui unissaient autrefois les Rothschild à des familles extérieures disparurent peu à peu. D'après les témoignages de l'époque, de telles unions étaient souvent découragées, voire totalement bloquées. L'objectif n'était pas l'expansion par l'alliance, mais la préservation du pouvoir par le contrôle. Sur le plan financier, les résultats furent frappants. La richesse demeura au sein de la famille avec une remarquable efficacité. Les biens n'étaient pas partagés entre ménages concurrents. Les conflits successoraux étaient minimisés. L'argent circulait aisément d'une génération à l'autre sans être dilué par des revendications extérieures. D'un point de vue économique, le système fonctionnait. Selon les historiens de l'économie, rares sont les familles européennes qui sont parvenues à conserver leur fortune aussi longtemps et de manière aussi concentrée. Ce qui rendait ce phénomène encore plus remarquable, c'était l'absence d'échecs manifestes. Aucun scandale public majeur n'était lié au mariage. Aucune querelle familiale n'était médiatisée. Aucun signe évident de faillite n'était visible. De l'extérieur, la dynastie paraissait stable, disciplinée et presque épargnée par le chaos qui ravageait d'autres familles d'élite. Les journaux relataient leurs succès, non leurs arrangements privés. Certains observateurs de l'époque troublaient cette situation. Selon des témoignages non vérifiés et des commentaires ultérieurs, l'unité familiale semblait artificielle aux yeux du monde extérieur. Les désaccords étaient rarement rendus publics. La vie privée était jalousement protégée. Les Rothschild présentaient un visage unique au monde, un visage qui ne s'est jamais fissuré. Au sein de la famille, ce système fermé s'est imposé comme la norme. Les enfants grandissaient entourés de proches qui étaient aussi leurs futurs conjoints, associés ou les deux. D'après certaines correspondances familiales consultées par les historiens, les discussions relatives au mariage avaient souvent lieu tôt et étaient considérées comme des questions sérieuses liées au devoir et à la responsabilité. Les préférences personnelles existaient, mais elles restaient secondaires. Le succès du système le confortait. Chaque génération qui passait sans ruine semblait confirmer la pertinence de cette stratégie. La peur des étrangers s'est muée en certitude. Maintenir le cercle fermé n'était plus seulement plus sûr, c'était une évidence. Pourtant, cette certitude grandissante avait un prix inavoué.
Tandis que les noms de famille se répétaient et que les alliances se dissolvaient, un autre phénomène se répétait lui aussi. Il n'était consigné dans aucun registre public, ni annoncé dans la presse mondaine. Il n'affectait ni la richesse ni la réputation de la famille, du moins pas au début. Mais il était là, tapi dans l'ombre, tapi au cœur des noms, prêt à ressurgir. Lorsque les signaux d'alarme se sont tus, le cercle familial se resserrant, des signes avant-coureurs ont commencé à apparaître. Ils n'ont pas été révélés dans les journaux, ni dans des déclarations publiques. Ils se sont plutôt manifestés discrètement dans des lettres privées et des notes partagées entre proches. Dans ces documents, certains membres de la famille étaient décrits comme fragiles, dépassés ou perturbés. Le langage était prudent et mesuré. Rien n'était dit directement. Il atténuait la réalité, comme si nommer ouvertement le problème était considéré comme dangereux. Les médecins intervenaient très tôt et leur rôle était crucial. Dans les familles de l'élite de l'époque, on évitait souvent les diagnostics précis, une pratique qui se retrouve fréquemment dans les documents relatifs aux Rothschild. Les notes médicales privilégiaient des expressions générales telles que tension nerveuse, épuisement ou faiblesse passagère. Ces formules permettaient de poursuivre le traitement sans formaliser clairement le diagnostic par écrit. Beaucoup pensent que cela protégeait la réputation des médecins. D'autres estiment qu'ils savaient que la précision n'était ni attendue ni souhaitée lorsqu'il s'agissait de traiter avec des familles influentes. Lorsque les inquiétudes devenaient plus difficiles à contenir, la distance s'imposait comme la solution. Certains membres de la famille étaient encouragés à s'éloigner du quotidien. L'explication était toujours simple: repos, convalescence, changement d'environnement. Voyager devint la réponse acceptée aux difficultés personnelles. Un proche pouvait partir pendant des mois, voire des années, souvent pour se réfugier dans des propriétés rurales ou à l'étranger. Ces départs étaient présentés comme normaux et rarement évoqués. Des témoignages non vérifiés laissant entendre que, lorsqu'une personne quittait la vie publique dans ces circonstances, les questions étaient discrètement évitées. Dans certains cas, son absence était flagrante. Des membres de la famille, publiquement liés à des entreprises ou des successions, se retiraient soudainement de leurs fonctions. Officiellement, on invoquait un voyage prolongé ou des problèmes de santé. L'entreprise poursuivait ses activités. Le poste était discrètement pourvu. Le nom restait associé à la vie publique pendant un certain temps, puis disparaissait peu à peu des registres. Ces personnes ne revenaient pas sur le devant de la scène et aucune explication officielle n'était jamais fournie. Au fil du temps, des schémas similaires sont apparus dans la correspondance. Les lettres qui mentionnaient autrefois certaines personnes ont tout simplement cessé de le faire. Il n'y avait ni annonce ni accusé de réception. Cela ne signifiait pas nécessairement le décès, mais plutôt une mise à l'écart de la vie familiale visible. Les personnes n'étaient pas effacées brutalement, mais progressivement. Face à la répétition de ces situations, la réponse s'est structurée. Les médecins privés ont été engagés dans des contrats à long terme, privilégiant leur disponibilité et leur discrétion. Les soins étaient prodigués discrètement, à l'abri des regards. Les hôpitaux et institutions publiques étaient évités autant que possible. Les traitements avaient lieu dans des résidences privées ou des établissements isolés. Selon des informations non vérifiées, ces lieux étaient choisis pour limiter la surveillance et les interactions. Les dossiers médicaux reflétaient cette approche. Les noms étaient souvent omis, les détails réduits au minimum, et les notes se concentraient sur les symptômes généraux sans mentionner la chronologie ni les causes. Cette pratique n'était pas illégale, mais sélective. L'objectif était de régler le problème sans laisser de traces susceptibles d'attirer l'attention. Les affaires familiales restaient à l'écart des systèmes juridiques et institutionnels. Il n'y avait ni aveu formel, ni acte de procédure, ni rapports officiels. Ce qui aurait pu devenir public pour d'autres demeurait ici une affaire privée.
L'absence remplaçait la reconnaissance. Lorsqu'une personne se retirait de la vie publique, l'explication était brève et définitive. Le récit restait inchangé et ne s'étoffrait pas. Le public n'en voyait rien. Mais au sein de la famille, les mêmes problèmes ressurgissaient sans cesse. Au fil du temps, ces résultats ont révélé une tendance qu'il était impossible d'ignorer. La vérité génétique la plus sombre à laquelle la famille ne pouvait échapper. Lorsque les archives familiales ont pu être comparées sur plusieurs générations, un schéma clair a commencé à se dessiner. Il ne s'agissait plus de cas isolés ou de difficultés individuelles. Les mêmes types de problèmes apparaissaient de manière récurrente au sein d'une même lignée. L'examen de la correspondance privée et des dossiers médicaux a démontré que ces affections n'étaient pas des phénomènes ponctuels. Ces problèmes réapparurent chez différents membres de la famille au fil du temps. Dans certaines branches, ils surgirent en une seule génération. Dans d'autres, ils apparurent après plusieurs années, puis revinrent plus tard. Cette répétition rendait difficile d'écarter le problème comme une simple coïncidence. Le schéma observé suggérait une transmission héréditaire, plutôt que le hasard. C'est à ce moment que le coût du système des mariages fermés devint évident. Se marier au sein de la famille avait certes protégé le patrimoine et le pouvoir, mais avait aussi transmis les mêmes vulnérabilités. La maladie n'était pas aléatoire. Elle se transmettait de génération en génération. Certains chercheurs pensent que cela résultait d'une transmission familiale trop longue. D'autres soutiennent que cette constance même démontre que certains traits étaient devenus indélébiles. L'argent permettait de masquer les symptômes, mais ne pouvait rien changer à l'héritage génétique. Selon certains témoignages, les membres de la famille pouvaient être protégés des regards indiscrets, dispensés des responsabilités importantes et soignés en privé. Rien de tout cela n'empêcha la génération suivante d'affronter des difficultés similaires. Le silence protégeait la réputation, mais n'empêchait en rien la transmission. C'est là que la vérité devient dérangeante. La famille n'a pas créé de monstre. Il n'y a eu ni difformité spectaculaire ni crise publique. Ce qui a émergé, en revanche, c'est la vulnérabilité. La fragilité mentale est devenue une composante de la lignée, transmise discrètement au même titre que la richesse, la discipline et les attentes. Les qualités mêmes qui faisaient la force de la famille étaient désormais liées à quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Le contrôle avait préservé le pouvoir, mais il avait aussi concentré les risques. Chaque mariage intrafamilial réduisait l'influence extérieure et accentuait l'uniformité. Avec le temps, cette uniformité a eu des conséquences. Selon certains chercheurs, les systèmes familiaux fermés amplifient souvent à la fois les forces et les faiblesses. Dans ce cas précis, le succès s'est poursuivi, mais l'instabilité en coulisses a persisté. La plus grande menace n'a jamais été la révélation. On pouvait gérer un scandale, réorienter les récits et faire sceller les dossiers. Le véritable danger résidait dans la répétition. Les mêmes problèmes se manifestant chez différentes personnes, à différentes époques et dans des circonstances différentes. Une fois ce schéma établi, aucune somme d'argent ne pouvait l'effacer. Pour une famille passée maître dans l'art de la planification, c'était terrifiant. Ils pouvaient anticiper les fluctuations des marchés et les bouleversements politiques, mais pas celui qui, parmi leurs enfants, connaîtrait les difficultés. Ils ne pouvaient se prémunir contre l'héritage. D'après les récits transmis indirectement, cette prise de conscience engendra une profonde angoisse au sein de la famille. Le système qui les avait protégés pendant des générations avait atteint ses limites. Ce schéma devint impossible à nier lorsqu'il apparut chez un seul membre de la famille. Elle s'appelait Liberty Rothschild. Lorsque le système a engendré une vie qu'on ne pouvait ignorer. Liberty Rothschild est née dans une famille riche et très structurée. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'intelligence et de créativité.
Ses proches la décrivaient comme réfléchie et sensible. Elle a grandi dans un environnement où la réussite était attendue et où les difficultés étaient gérées discrètement. En grandissant, il est devenu évident que sa vie ne suivrait pas le chemin traditionnel prévu au sein de sa famille. Contrairement au cas précédent, qui pouvait s'expliquer par la fatigue ou le stress, l'état de Liberty ne pouvait être ni atténué ni modifié. D'après des témoignages confirmés, elle y a été diagnostiquée schizophrène. Il s'agissait d'une maladie grave et chronique. On ne pouvait la réduire à une simple tension ou à un épuisement passager, et elle ne pouvait être totalement dissimulée. La réaction de la famille a suivi un schéma habituel. Liberty a été soutenue et soignée. Elle n'a pas été abandonnée. Parallèlement, elle fut retirée de la vie publique. Elle n'occupa aucun rôle visible. Son nom n'apparaissait pas régulièrement dans les archives sociales ni dans les comptes rendus publics. Les chercheurs qui se sont penchés ultérieurement sur la famille ont décrit cette réaction non comme une punition, mais comme une forme de mise à l'écart. Sa liberté ne disparut pas totalement. Cette nuance est importante. Elle continua de vivre sous la tutelle de sa famille, bénéficiant de ressources et d'une certaine stabilité. Cependant, elle n'avait aucune présence publique. Sa vie se déroulait à l'abri des regards. Certains pensent que cela reflétait une réelle préoccupation pour son bien-être. D'autres suggèrent que cela reflétait la peur d'être exposée publiquement. Les deux interprétations sont possibles. Ce qui importait le plus, c'était ce que la vie de Liberty confirmait. Son état rendait impossible d'écarter ce schéma comme une simple coïncidence. Il ne s'agissait plus d'une vague inquiétude évoquée dans des lettres privées, mais d'une conséquence manifeste au sein de la lignée familiale. Le silence avait occulté de nombreux cas antérieurs, mais il ne pouvait rien changer à ce qui s'était produit ici. Selon les observateurs, la situation de Liberty a contraint la famille à se confronter aux limites de son système. L'approche qui avait permis de gérer les problèmes précédents ne pouvait résoudre celui-ci. La biologie était désormais visible. La vie privée ne pouvait plus altérer la réalité fondamentale de l'héritage. Pour les membres de la famille, la situation était profondément troublante. Le contrôle et la planification avaient toujours été synonymes de sécurité. La vie de Liberty montrait que certains destins étaient inévitables. Son expérience révélait les limites du système et, au sein de la famille, une seule personne comprenait pleinement la signification de la vie de Liberty. Un aveu discret, sans pour autant rompre le silence. L'enfant de Miriam Roth a grandi dans le même environnement familial que Liberty, mais elle y a réagi différemment. Dès son plus jeune âge, elle s'est intéressée aux sciences plutôt qu'à la finance. Elle a étudié la biologie, le comportement animal et l'hérédité. Au fil du temps, elle est devenue une scientifique reconnue. Ce parcours a façonné sa compréhension de la santé et de l'hérédité au sein de sa propre famille. Contrairement aux générations précédentes, Myriam ne considérait pas les maladies héréditaires comme un sujet tabou. Elle considérait la génétique comme un processus biologique que ni la richesse ni la réputation ne pouvaient contrôler. Certains pensent que son point de vue a été influencé par l'observation de l'état de santé de Liberty pendant de nombreuses années. Au début des années 1960, Myriam prit une décision qui marqua un tournant décisif. Elle finança publiquement la recherche sur la schizophrénie. Ce financement n'était pas anonyme. Son nom y était ouvertement associé. Pour une famille qui avait longtemps évité d'aborder publiquement les questions de santé, il s'agissait d'un changement important. Cela associait directement le nom Rothschild à la recherche sur une maladie mentale héréditaire. Les chercheurs qui connaissent ces travaux affirment que cette décision n'était pas motivée par la recherche de notoriété, mais par une expérience personnelle. Myriam s'attachait à comprendre les causes plutôt qu'à dissimuler les conséquences. Elle soutenait les études scientifiques examinant la transmission familiale des maladies mentales.
À l'époque, ce domaine de recherche était encore controversé et souvent évité par les grandes institutions. Myriam continua de le soutenir malgré tout. Certains pensent qu'elle considérait la recherche scientifique comme la seule réponse concrète possible. Ce changement n'a pas entraîné une transparence totale. La famille n'a pas divulgué les dossiers médicaux privés, ni ouvert ses archives. L'accès aux documents médicaux est resté confidentiel. Les histoires personnelles sont demeurées privées. Le système de discrétion en vigueur depuis longtemps a été maintenu. Cependant, la réaction face aux maladies héréditaires a évolué. Le silence n'était plus la seule option. La recherche scientifique est devenue une composante essentielle de la réponse. Pour la première fois, la famille a reconnu, de manière indirecte, que l'héritage impliquait bien plus que la simple question de la richesse et de la structure sociale. Cela comportait aussi des risques. Myriam n'a accordé aucune interview ni publié d'explications personnelles. Elle n'a pas abordé publiquement l'histoire familiale. Ses actes ont tenu toutes leurs promesses. Le silence s'est atténué, mais non rompu. L'histoire ne s'est pas terminée par des aveux, mais par une prise de conscience. Les Rothschild ont conservé la maîtrise de leur patrimoine, de leur mariage et de leur vie privée. Ce qu'ils ne pouvaient contrôler, en revanche, c'était l'héritage lui-même. Leur secret génétique le plus sombre n'était pas un acte délibéré, mais ce qui continuait de se transmettre au sein de la famille malgré une planification minutieuse. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à cette chaîne.